Hijo, niño, niño, lo es hijo, dijo ni maok. Merci, bonjour, bonjour à tout le monde et bon dimanche à tous. Je tiens à saluer ici quelques combattants. Pierre Fomete, bonjour, Mafolor, Neuya Cameroun, mon porte-parole, Michel Yamdieu, merci, Narcisse, alors j'ai vu Narcisse Kadji, bonjour, Michel Yamdieu, merci pour les étoiles, merci, 75 étoiles, merci, cela va directement aux combattants au 237 qui nous aident bien sûr à recueillir les informations et à être à la pointe du combat au 237. Bonjour. Evelyne Chomchua, bonjour maman. Bonjour, bonjour, bonjour. Eric Riège Ndiale, bonjour. Abdel Nasser Mbombo, je vous salue. Béni Dieu, bonjour. Brian Sawa, bonjour, bonjour, bonjour. Je te fais un petit coucou tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bonjour. Agnès Lenji, bonjour Malion, merci pour les étoiles, 100 étoiles, merci. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors ce matin, nous allons aborder plusieurs sujets parce que mon emploi du temps ne me permet plus en ce moment de faire des lives régulièrement. Donc j'ai regroupé quelques sujets que je pensais être d'utilité et d'actualité afin d'en discuter ce matin. Bien sûr, la musique qui a été jouée, les droits de cette musique reviennent à l'artiste Blick Bassi. Nous le remercions d'ailleurs pour ses œuvres de l'esprit. Une très belle chanson appelée Wongi. Donc, il fait la promotion bien sûr de l'art et de la culture Bassa. Très belle mélodie de Blick Bassi. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit dans l'énoncé, ce matin, nous allons parler de plusieurs sujets. Je vais commencer déjà, d'ailleurs, vous l'avez compris avec le choix de la musique, par parler de la commémoration de la mort de notre Mpondol, Ruben Oumniobe. Alors, Mpondol en Bassa, ça veut dire le porte-parole, ça veut dire celui qui parle pour les autres. Donc, on avait choisi, le peuple avait choisi Ruben Oumniobe comme le Mpondol, son porte-parole, celui-là qui devait porter sa voix au plus haut des institutions mondiales. D'ailleurs, Ruben Oumniobe s'est exprimé aux Nations Unies où il allait défendre les intérêts du peuple camerounais, vous vous rappelez. Donc, Ruben Oumniobe est l'un des héros des indépendances africaines hein, en Afrique subsaharienne. Ruben Oumniobe est de ceux-là qui se sont battus pour que l'Afrique et notamment le Cameroun soient libérés du joug colonial. Et je rappelle d'ailleurs que la lutte pour l'indépendance en Afrique subsaharienne a commencé au Cameroun. Donc pour vous dire à quel point Ruben Oumniobe était un avant-gardiste. Et je tiens aussi à rappeler que le Mpondol Ruben Oumniobe préconisait la paix. Ruben Oumniobe avait toujours cru au changement dans la paix, tel que le prône le président élu Maurice Kamto de nos jours. D'ailleurs, lorsque le colon va le retrouver dans son maquis, dans sa brousse où il se cachait, Ruben Oumniobe n'est pas armé et aucun de ses compagnons ne porte une arme. Mieux la mort, Chouassi, bonjour, 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 bonjour. Merci
de venir dans ce Facebook Live et surtout de partager. Partagez les étoiles aussi pour les combattants du 237. Merci. Donc le Pondol Ruben Oumiobe, c'était un homme de paix. C'était un homme qui croyait à la force des arguments et non à l'argument de la force. Et Ruben Oumiobe, parce que justement le colon avait utilisé la méthode forte et brutale pour imposer son règne sur nos populations, Ruben Oumiobe disait que ces gens-là s'attendaient à ce qu'ils versent dans la violence. Et il était absolument et résolument contre l'usage de la violence. Et il parlait toujours de discipline. Et il demandait aux militants de l'UPC d'être disciplinés. Et ce sont ces valeurs que nous retrouvons aujourd'hui dans la Renaissance, telle que prônée par le président élu, son Excellence le professeur Maurice Kamto, qui nous parle toujours de changement dans la paix et par les urnes. Alors, Ruben Oumiobe est donc traqué parce que ses idées font peur à la métropole. Ruben Oumiobe, qui était d'une intelligence incomparable, qui était un individu à la finesse d'esprit assez rare, qui était polyglotte au passage, hein, et donc usait de son maniement aisé des langues camerounaises pour propager justement le message de l'UPC. Alors le colon français donc, face à cette force qui montait, a taxé l'UPC de parti communiste. Ruben Oumiobe s'est défendu autant que faire se peut d'appartenir à quelque branche communiste que ce soit. Il disait qu'il n'était pas contre le communisme, mais qu'il préférait prôner les valeurs camerounaises et la culture camerounaise, les intérêts du peuple camerounais avant toute chose. Donc c'est ainsi que pendant ces années, vous savez qu'il y avait la guerre froide. La guerre froide battait son plein et donc les puissances européennes et occidentales cherchaient à réaffirmer leur suprématie sur leurs colonies. Et donc, ils avaient extrêmement peur d'une montée du communisme, comme cela avait été le cas au Cambodge, par exemple, pour la France, qui s'est enlisée dans une guerre sans merci au Cambodge, justement, pour contrer la montée du communisme. Donc, Ruben Oumiobe devient, enfin, on lui donne cette étiquette d'épouvantail communiste qui fait peur à la métropole française, justement parce que il se bat pour que son peuple soit indépendant. Il se bat pour que son peuple puisse jouir entièrement de sa liberté. Alors, il y a un important qui est là. Je vais le bloquer d'abord. Voilà. Il va aller se balader ailleurs. Allez voir ailleurs si j'y suis. Dans ma maison, dans ma page, je suis la reine. Vous venez mal, je vous casse le cou. C'est comme ça et pas autrement. Ici, c'est l'opposition. Allez nous attendre dans les pages des sardinards. Vous ne me verrez jamais fricoter avec les sardinards. Vous ne me verrez jamais dans les pages des sardinards. C'est de ça qu'il est question. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes attirés dans nos pages comme les mouches. Mes chers sardinards, veuillez nous attendre dans vos pages. Celui qui vient encore s'aventurer ici, je lui casse le cou. C'est de ça qu'il est question. Oui. Et donc, Lompondol Ruben Oumiobe est donc quelqu'un qui est en avance sur son temps, qui est un avant-gardiste, qui a une conception du Cameroun un peu plus avancée que celle qui était d'ailleurs l'acceptation de beaucoup de leaders de son époque. Hein. On ne va pas vous rappeler les leaders de l'époque qui avaient fait allégeance aux colons, parmi lesquels d'ailleurs l'ancien président Amadou Ahidjo, qui avait été coopté par la puissance coloniale. Donc voilà, et c'est ça notre souci aujourd'hui. Notre souci aujourd'hui, c'est que ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, qui ont donné leur vie pour l'indépendance du Cameroun, sont tous morts, ne l'ont pas vu. Mais ceux qui ne voulaient même pas l'indépendance du Cameroun, ceux qui avaient soutenu le colon, ceux qui étaient derrière le blanc, ceux qui étaient là pour torturer leur peuple, ce sont eux qui ont pris les rênes du pouvoir quand le pays a été décolonisé. C'est de ça
Mbombok Mimbai. Bye. C'est ça. Celui qui vient mal ici, je le bloque. C'est de ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons célébrer une fois de plus l'anniversaire de la mort de Ruben Umniobe. Nul n'est besoin de rappeler comment ce héros de la nation a été tué lâchement par le colon. Ruben Umniobe a été trahi par des personnes qui lui étaient proches, qui ont indiqué la location de son QG dans la brousse de Boumyebel au colon. Et c'est ainsi qu'il a été surpris dans son QG. Voyant le colon venir, les troupes venir, Ruben Umniobe a tout simplement voulu prendre la fuite avec ses compagnons de lutte. Et c'est ainsi que on lui a tiré dans le dos. On lui a tiré des balles dans le dos, on l'a battu à bout portant. Et ensuite, on a traîné son corps dans la boue. Non seulement pour l'humilier, désacraliser sa personne. Parce que Umniobe était, vous savez, les maquisards, comme on les appelait à l'époque. Umniobe était un peu idolâtré par les populations, hein, parce que on voyait cet homme qui avait l'audace de se lever contre le colon et qui avait résisté pendant longtemps. Le colon l'a fouillé dans la forêt, ne l'a pas trouvé. Il a fallu qu'il soit trahi par les siens pour que le colon le retrouve. Et alors, comme on a fait à la soi-disant dépouille de Phil Marshall, ils ont traîné son corps dans la boue sur des kilomètres, le défigurant au passage, et ils sont allés exposer sa dépouille au carrefour de Boumyebel, en plein marché, pour traumatiser les populations, pour leur montrer que cet homme que vous avez pris pour un dieu, le voici qui est couché par terre dans la boue, défiguré et complètement déshumanisé. Donc c'était une méthode coloniale qui a ensuite été adoptée par le pouvoir de Yaoundé, celle d'humilier les adversaires politiques. Donc c'est comme ça que le Mpondol meurt. Et le colon, bien sûr, qui a gagné cette guerre de lutte d'indépendance en se débarrassant de tous ceux-là qui réclamaient l'indépendance du Cameroun, le colon écrit l'histoire, le vainqueur écrit l'histoire. Et dans l'histoire qu'ils écrivent, ils prennent le soin d'éliminer les noms de tous les nationalistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très peu de Camerounais connaissent vraiment l'histoire de Ruben Umniobe. Très peu de Camerounais connaissent vraiment l'histoire de l'UPC. Très peu de Camerounais connaissent vraiment l'histoire de Ernest Ouandjé, de la guerre d'indépendance qui avait eu lieu, du nombre de morts, des méthodes utilisées par le colon. Et il est de notre devoir aujourd'hui, en tant que combattants pour la liberté, de rappeler ces faits à nos compatriotes. Parce qu'un peuple sans histoire est un peuple complètement aliéné. Donc, nous avons le devoir, l'obligation d'éduquer les générations futures sur la lutte qu'a menée la génération de Ruben Umniobe, de Ernest Ouandjé, de Félix Roland Moumié, afin qu'ils comprennent même l'essence de notre lutte. Afin qu'ils comprennent que si nous luttons, c'est parce que nous savons que nous ne sommes pas encore libérés complètement du joug colonial. D'ailleurs, les accords secrets entre la France et le Cameroun sont toujours en place. Raison pour laquelle la France peut continuer d'exploiter le Cameroun. Raison pour laquelle l'ambassadeur de la France au Cameroun peut se substituer au chef de l'État et aller installer des chefs traditionnels, aller à la remise des médailles à l'école militaire interarmée. Il faut que les Camerounais sachent cela. Nous devons leur dire la vérité sur notre passé. Ils ont complètement effacé cette partie de l'histoire de notre pays. Et résultat des courses, très peu de Camerounais connaissent l'histoire, la véritable histoire de notre pays. Encore que, lorsqu'on parle des héros indépendantistes africains, la France a bien pris le soin d'effacer ceux-là qui l'avaient combattu parce qu'elle avait mené une guerre sans merci en Algérie et au Cameroun. Voilà les deux pays où il y avait eu une guerre d'indépendance en Afrique.
Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des héros africains, nos héros nationaux sont célébrés partout ailleurs, sauf au Cameroun. Nous devons rectifier cela. Il est important de rectifier cela. Et c'est pour ça que je salue des initiatives telles que celle de Harold Kesh et le grand combattant Essama Roha, qui sont en train de s'apprêter à aller justement sur la tombe de Ruben Oumyobé. Rappelons que ce n'est que dans les années 2000 que le gouvernement a permis qu'on mette une stèle sur la tombe de Ruben Oumyobé. Est-ce que vous vous rendez compte? Le gouvernement, il a reposé dans une tombe anonyme pendant des décennies. Ce n'est que récemment que le gouvernement a permis qu'on inscrive son nom sur sa tombe. Et cette tombe aujourd'hui est abandonnée dans la brousse à Boumyébel alors qu'elle devrait être un lieu de pèlerinage pour tous les Camerounais. Elle devrait être un lieu historique, un lieu touristique même, où des personnes, des panafricanistes, des personnes soucieuses des luttes africaines viendraient se reposer. Le gouvernement aurait dû aménager cet espace et le rendre attrayant afin d'attirer des visiteurs. Mais ils se sont arrangés pour que Ruben Oumyobé repose dans une brousse, dans l'anonymat, complètement oublié. Aujourd'hui donc, nous les combattants de la nouvelle génération, nous disons, nous allons nous battre pour sortir nos héros de l'anonymat dans lequel la colonie française et les surveillants de son comptoir colonial, que sont M. Biya et sa clique, les ont jetés. Nous avons le devoir d'aller à cette tombe, de la nettoyer, de rendre hommage à Ruben Oumyobé et ainsi que à ses compagnons de lutte qui reposeraient au même endroit. Nous avons ce devoir. Merci, Pius Palais Aïsika. Et au passage, la veuve de Ruben Oumyobé est encore vivante. Elle a sûrement dépassé les 90 ans, donc elle est sûrement fatiguée. Elle est sûrement épuisée par l'âge. Nous avons le devoir de lui faire sentir la chaleur combattante. Nous avons l'obligation, ce n'est même pas un devoir, c'est une obligation. Nous avons l'obligation de dire à cette maman qu'elle a combattu le bon combat auprès de son époux, qu'elle a soutenu un héros de la nation et que ses sacrifices ne seront jamais oubliés. Nous avons l'obligation de montrer de l'amour à cette maman, de montrer de l'affection à cette femme. Parce que nous, aujourd'hui, qui sommes les combattants modernes, on sait ce que nos conjoints subissent, pas simplement parce que nous sommes dans le combat. Beaucoup nous quittent même parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'intensité de notre implication dans le combat. Très peu sont les combattants qui ont réussi à maintenir cet équilibre entre la vie personnelle et la vie combattante. Merci Habib Abba pour les étoiles. Merci beaucoup. Donc nous devons, lorsque nous avons une dame comme celle-là, qui a vécu sa vie, toute sa vie auprès d'un homme très engagé, rappelons que Ruben Oumyobé a commencé le combat alors qu'il était encore dans sa vingtaine. Il était encore très jeune. Rappelons-le. C'est des faits qu'on doit rappeler. La génération des Félix Roland Moumier, ils étaient encore dans leur vingtaine lorsqu'ils ont commencé le combat. Ce sont des gens qui ont tout donné pour que notre pays se libère du joug colonial. Donc, Kenya Nairobi, merci. Merci beaucoup pour la mobilisation. Merci. Super. Donc, le combattant Essama et Harold Kesh ont initié une action citoyenne pour aller justement sur la tombe de Ruben Oumyobé, la défricher, parce qu'elle est couverte par les herbes, elle est perdue dans la brousse, la défricher, rendre hommage à ce héros de la nation. Nous avons l'obligation de les aider. Sur l'entête du live, j'ai mis un lien PayPal dans lequel nous pouvons cotiser 5 €, 2 €, 10 €. Tout ce que nous pouvons mettre dans cette cagnotte va les aider. Un, à payer le transport des combattants,
Parce qu'il faut une bonne mobilisation qui partiront de Douala pour ECK. 2, pour offrir des petits dons à ces mamans-là. Un petit pain, un sac de riz, un sac de sel. Et donner même un peu, je ne sais pas moi, aux gars qui vont défricher la tombe. Et faire une cérémonie digne de ce nom. Parce que le gouvernement, voilà, le gouvernement était censé s'occuper de ce genre d'action. Ça aurait dû être une action menée par le gouvernement. Mais le gouvernement veut maintenir nos combattants dans l'anonymat. Le gouvernement veut qu'on les oublie, veut les effacer de la mémoire collective. De la même façon qu'il maintient la dépouille de l'ancien président Ahidjo au Sénégal en exil. De la même façon qu'il maintient la dépouille de son épouse en exil. Monsieur Biya est incapable de restaurer la mémoire de nos héros nationaux. D'ailleurs, il s'oppose. Il s'oppose violemment à ce que nous restituions la mémoire de ces héros nationaux. Il est de notre devoir. C'est aussi un de nos combats. C'est aussi un de nos combats. Ayant dit ceci, je vais donc, tout en vous encourageant de continuer à tontiner dans le lien qui est affiché là, je vais passer au deuxième sujet de ce live, qui est effectivement la culture. Hein. Nous allons parler de culture. Alors, un instant, avant de parler de culture, je vais vous encourager comme ça à partager le live, faire ce que le message atteigne le plus grand nombre. Et nous allons continuer avec le sujet de la culture. Et ça, c'est un sujet très important parce que ce matin, nous avons reçu cette capture d'écran que vous avez vu que j'ai postée. Et ça nous a amené à nous poser des questions, en fait, sur la culture. Qu'est-ce qu'elle devient dans notre pays? Et il est important que nous en parlions. Donc, le temps que je mette à jour mes documents ici, nous allons passer à ce sujet-là. Voilà. Donc, il était question de parler de culture. Et lorsque nous parlons de culture, bien sûr que nous allons parler de la culture au niveau de notre pays, mais il est important que nous n'oublions pas que le Cameroun ne vit pas dans un vase clos. Le Cameroun fait partie d'un écosystème mondial et à ce titre, nous devons nous comporter comme des citoyens du monde. Donc, voilà. La culture. La culture, c'est notre socle, c'est notre fondement. Il n'y a pas de peuple sans culture. Ou s'il y en a, ces peuples qui n'ont plus de culture ont perdu toute leur valeur. Oui, parce que oui, il y a des peuples qui ont été complètement dépouillés de leur culture. Il y en a. Mais vous allez voir que ces peuples qui ont été dépouillés de leur culture ont perdu des valeurs intrinsèques. Si je reviens sur ce sujet de la culture, c'est justement parce que récemment, nous avons vu des lives très enflammés de part et d'autre. Notamment, j'ai suivi un live de Roberto Ngangoum qui répondait à certaines femmes dans la toile qui s'étaient lancées dans une diatribe complètement et violemment tribaliste. Et ce matin, nous nous réveillons avec cette capture d'écran d'un centre culturel qui a été fermé à Kiossi, centre culturel Baham, ça il faut le souligner, qui a été fermé à Kiossi. Qu'est-ce qu'un centre culturel? Un centre culturel, c'est un lieu de la culture, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de la promotion
de la langue et de la culture d'un peuple. Un centre culturel, c'est un lieu de divertissement. En aucun cas, un centre culturel ne peut être un lieu de commerce ou alors un lieu de génération de revenus pour justifier un scellé. Cela nous porte à croire jusqu'à ce que nous sachions exactement les raisons pour lesquelles ce centre culturel a été fermé. Cela nous porte à croire que les autorités qui ont décidé de la fermeture de ce centre culturel l'ont fait de façon abusive et l'ont fait de façon injustifiée. Avant de parler de cela, ou alors même en même temps qu'on parle de cela, je vais vous rappeler qu'il y a une femme du côté de Lyon que nous avons surnommée Dent Cassée, qui a fait un live récemment, justement ce live qui a suscité la réaction de Robert Ongangoum, où elle disait que la culture est individuelle. Elle se taguait d'avoir amené les Bamileke à porter le ndop. Qui avait des Bamileke qui ne portaient pas le ndop. Ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des Bamileke qui ne portaient pas le ndop. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne supportent pas ou soutiennent pas leur culture. Mais c'est pour des raisons traditionnelles. C'est parce que le ndop au départ était un tissu réservé à une certaine classe dans la chefferie. Donc, voilà des gens qui, pour justifier leurs élans tribalistes, ont tronqué l'histoire du Cameroun. Ces gens, cette femme notamment, a dit que les Bamileke doivent arrêter de se plaindre tout le temps de génocide, de se victimiser, que d'ailleurs, son peuple a été plus massacré que les Bamileke. Soit disant qu'avant que la colonisation n'arrive, les premiers blancs qui étaient allés, comme c'est eux qui sont à la côte, ils les ont massacrés tous avant la colonisation. Alors, je vais justement parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui est inculte, quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de son pays, encore moins de sa tribu ou de son peuple, vous avez le devoir de restituer l'histoire. Alors, je vais restituer l'histoire ce matin. Lorsque les Européens arrivent au Cameroun, les premiers Européens à arriver en Afrique, et notamment au Cameroun, qui est un pays sur la mer, sur la côte, les premiers Européens arrivés au Cameroun, ce sont les explorateurs portugais et les explorateurs anglais. Ce sont les explorateurs portugais, les explorateurs anglais. Et comme leur nom l'indique, ils étaient là pour explorer. Ils étaient là pour explorer parce qu'ils cherchaient de nouvelles routes pour les Amériques. Parce que, à cette époque, le consensus était que il n'y a que l'Europe et l'Amérique. Entre les deux, il n'y a rien d'autre. Alors ces gens qui étaient curieux ont pris leur bateau et ont dit qu'ils vont trouver la route pour l'Amérique. Et c'est donc en allant vers l'Amérique qu'ils découvrent qu'il y a une autre terre qu'on appelle l'Afrique. Et ils abordent dans cette Afrique. Ils abordent cette Afrique. Les explorateurs ne vont pas pénétrer à l'intérieur de l'Afrique, des terres. Ils se limitent à la côte parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour s'installer. Ils sont là pour chercher une nouvelle route. Et lorsqu'ils cherchent la nouvelle route, ils viennent en contact avec les peuples Sawa qui sont sur la côte. À l'époque, il n'y avait même pas de Sawa, c'était les Bassa qui étaient sur la côte. Les peuples Bassa qui étaient sur la côte. Et tous les autres peuples qui étaient là, les Bakoko, qui étaient sur la côte. Merci Paul Roger Tanonkou pour les étoiles. Merci beaucoup. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils découvrent de nouvelles terres, ils découvrent de nouvelles cultures, de nouveaux aliments qui vont d'ailleurs prendre pour ramener en Amérique. Ils entrent en contact avec les chefs qui sont sur la côte, ils négocient avec eux et ils font ce qu'on avait appelé
comment on avait appelé ça? La traite, comment on a, non, non, les échanges commerciaux avec les chefs qui étaient là. Donc, ils leur apportent du sel, ils leur apportent de l'étoffe. Ils apportent du sel, ils apportent de l'étoffe à ces chefs-là. Et en échange, les chefs leur donnent ce qu'il y avait sur le terrain, qui était peut-être... qu'est-ce qu'ils avaient échangé? Ils avaient échangé des plantes qui existaient à l'époque chez nous, et même des minéraux, certains minéraux qui existaient chez nous. Ce sont eux qui découvrent qu'il y a des minéraux chez nous, en l'occurrence l'argent, en l'occurrence l'or, ainsi de suite. Donc, ces explorateurs partent donc de la côte africaine et s'en vont maintenant vers les Amériques. Voilà le commerce triangulaire. Ils s'en vont vers les Amériques. Ils découvrent aussi de nouvelles plantes là-bas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de plantes qui existent. Le troc, voilà, le troc. Les plantes qui existent chez nous et qui venaient des Amériques, telles que le manioc, telles que le plantain, ainsi de suite. Donc, ces explorateurs ils découvrent de nouvelles choses dans les nouvelles terres et ils décident de faire le commerce triangulaire. Donc, ils partent de l'Europe avec le sel, avec les l'étoffe, ils arrivent en Afrique, ils donnent aux chefs, les chefs leur donnent ce qu'il y a sur place et ils portent et ils amènent aux Amériques. Et aux Amériques, ils prennent ce qu'il y a là-bas, ils ramènent en Europe. À la suite des explorateurs, donc, arrivent maintenant les esclavagistes. À la suite des explorateurs, arrivent ceux qui étaient les esclavagistes. Pourquoi les esclavagistes prennent place? Parce que les explorateurs le disent, qu'ils ont découvert les Amériques et qu'ils ont découvert des terres très fertiles aux Amériques, mais qu'il n'y a personne pour travailler ces terres. Mais ils le disent aussi qu'il y a en Afrique, ils ont découvert un continent très peuplé de jeunes personnes. Alors ces gens peuvent être utilisés comme main-d'œuvre pour travailler les terres aux États-Unis. C'est ainsi que les esclavagistes, notamment les Anglais, étaient les premiers esclavagistes. Les Anglais étaient les premiers. Viennent donc sur le continent et ce sont les esclavagistes qui commencent à utiliser la force. Ils ont commencé avec la négociation. Et lorsque ça ne marchait pas, ils utilisaient les armes pour contraindre les chefs traditionnels à donner les jeunes qui devaient amener en Amérique travailler comme esclaves. Je vous rappelle que l'Amérique elle-même, à cette époque, était peuplée par les Anglais, occupée par les Anglais. L'Amérique elle-même, à cette époque, était occupée par les Anglais. Donc, les esclavagistes ne s'arrêtent pas à la côte. Ils commencent à pénétrer le continent. Et ils utilisent ce qu'on a appelé les missionnaires. Les missionnaires qui viennent avec la Bible en main et font croire aux populations qui sont venues de façon pacifique. Mais en fait, c'était eux qui ouvraient la route pour les forces occupationnelles. Voilà donc comment l'esclavage a pris place. Et ce sont beaucoup plus les peuples de la côte qui ont souffert de l'esclavage. Les peuples en bordure des routes qui menaient aux Amériques. Donc, jusqu'ici, les peuples de la forêt ne sont pas très menacés. Je ne vois pas à quel moment les peuples de la forêt, quel est l'esclavagiste qui allait risquer sa vie à entrer dans les terres profondes pour aller chercher les esclaves alors qu'il y en avait à foison sur la côte, là où il amarrait son bateau et était prêt à partir. Si on vous rappelle comment ces gens fonctionnaient, ils avaient leurs explorateurs, leurs missionnaires qui ramenaient toutes les richesses de l'intérieur du pays vers la côte. Ces gens ne restaient pas longtemps. Ils venaient, ils échangeaient, ils prenaient les esclaves et ils partaient. Donc,
Dame de Lyon qui nous dit que les Blancs qui sont entrés, ils ont tué tout son peuple avant la colonisation, raconte des bobards. Je dis bien, raconte des bobards. Elle ne connaît pas l'histoire de son pays. Elle ne connaît pas l'histoire du continent africain. Elle ne connaît même pas la politique. Elle ne connaît rien. Tout ce qu'elle connaît, c'est propager la haine. Maintenant, lorsque la colonisation, et ça, rappelons-le, hein, la colonisation arrive avec la première, justement, peu avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans les années 1800. La colonisation arrive avec la volonté des puissances européennes à développer leur influence dans le monde. Et nous avons donc l'Allemagne, parce que parmi les explorateurs, il y avait donc les Allemands, les Portugais, je vais dire parmi les gens qui ont commencé à pénétrer l'intérieur du pays, il y avait les Allemands, les Portugais, il y avait les Français et les Anglais aussi. Donc les Allemands pénètrent le pays et ils s'en accaparent, ils occupent le Cameroun peu avant la Première Guerre mondiale. Ils occupent le Cameroun, ils commencent à le développer, ils installent leurs infrastructures, ils exploitent bien sûr les ressources qu'ils ont trouvées sur le terrain. Donc le Cameroun est sous occupation allemande. Et ce sont maintenant les Allemands qui vont pénétrer l'intérieur du pays parce que justement ils se sont installés. C'est pour ça qu'au sud du Cameroun, vous retrouvez des personnes qui ont encore aujourd'hui des noms allemands. Vous retrouvez des gens qui ont encore aujourd'hui des noms allemands. Et lorsque les Allemands, donc, lorsque ces colons pénètrent le sud du Cameroun, ils n'ont même pas besoin de se battre. La résistance n'a pas été violente. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout le sud de Cameroun, je dis bien tout le sud de Cameroun, je répète, tout le sud de Cameroun est complètement chrétien et a perdu son identité culturelle. Tout le sud de Cameroun a vendu sa culture, l'a cédé aux colons. Les peuples qui ont résisté à l'occupation et qui ont gardé leur identité culturelle sont connus. Les peuples qui ont résisté à l'occupation et qui ont gardé leur identité culturelle sont connus. Aujourd'hui au Cameroun, les Douala ont le Ngondo, les Bassa ont le Mbok, les Bakoko ont le Mpo, les Bamoun ont leur culture, les Bamideke ont la leur. Vous allez au nord, ils ont leur tradition, malgré l'islamisation. Hein, malgré l'islamisation, ils ont gardé une tradition orale. Ils peuvent retracer leur famille sur des centaines d'années, sur des siècles. La tradition orale existe encore. Au sud de Cameroun, comment on appelle la culture des Boulous? Ça s'appelle comment? Et au passage, hein, ma mère est Boulou, hein, donc je sais de quoi je parle. Comment on appelle la culture des Boulous? La tradition orale chez les Boulous est perdue. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que dans ma famille, il y a quelqu'un qui peut retracer l'histoire de la famille sur 100 ans. Il n'y en a pas. On va peut-être retracer sur 80, 90 ans pour aller retrouver mon arrière-grand-père qui était venu de je ne sais où et s'est installé là-bas en colophon. C'est diviser le territoire de Zoétélé avec ses frères. Un de ses frères est parti là-bas, l'autre a créé tel village et l'autre a créé tel village, ainsi de suite. Mais après ça, on ne peut pas me dire exactement d'où la famille sort, qui était le père de tel, qui était la mère de tel, de quoi vivait-il, qui avait épousé tel. Ce qui est quand même assez étrange et assez triste, qu'un peuple tout entier soit aliéné complètement. Complètement aliéné. Complètement aliéné, la tradition orale a disparu. Les chants traditionnels, les chants
rituels ont disparu. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un deuil, on vous chante les chants religieux. Les chants rituels ont disparu. Les rites traditionnels ont disparu. Ce peuple est complètement dépourvu de son essence. Cette dame qui s'assoit aujourd'hui et qui parle chaque jour de la culture Bamileke, j'ai bien peur que c'est parce qu'elle-même n'a aucune culture. Elle nous a dit qu'elle était... Comment on appelle les gens de Kribi là? Comment on appelle ça? Pas les Batanga, les autres, les Ngumba. La culture des Ngumba s'appelle comment? Si elle en avait une, elle devait plutôt promouvoir sa culture. Promouvoir la langue Ngumba. Puisqu'elle se plaint que les Ngumba sont minoritaires. Voici donc l'opportunité qu'il lui a offert de promouvoir la culture Ngumba. Parler le Ngumba. Porter les vêtements Ngumba. Promouvoir la langue, la nourriture, tout ce qui a trait à la culture Ngumba. Mais non. Puisqu'ils n'en ont plus, il faut aller maintenant détruire la culture des Bamileke. Il faut aller détruire, il faut aller dire qu'on va dépoussiérer le Ndop. On va moderniser, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que vous-même, vous avez fini de faire la culture, la promotion de votre propre culture, avant de venir entrer avec vos pieds dans la culture des autres? Les Bamileke vous ont dit qu'ils ont besoin de dépoussiérer. Ah, je suis désolée, Mignon-Cité, le Zomlo n'est pas une tradition boulou. Détrompez-vous, ce n'est pas une tradition boulou. Le Zomlo n'est pas une tradition boulou. Allez encore chercher. Le Zomlo, ça c'est Betty, c'est Wondo. Ce n'est pas boulou. Je suis boulou, je sais de quoi je parle. Je suis boulou, je sais de quoi je parle. Donc voilà des gens qui sont complètement acculturés, qui viennent aujourd'hui dire que oh, la culture individuelle, oh, c'est chacun qui fait ce qu'il veut de sa culture. Voici la reine d'Angleterre qui est morte. Voici la reine d'Angleterre qui est morte. Vous pensez que le choix, même d'ailleurs, de son lieu de mort, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, elle a approché la fin de sa vie. Je suis infirmière, je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un, on a ce qu'on appelle le palliative pathway. Donc, quand quelqu'un approche la fin de sa vie, on sait que les fonctions biologiques sont déjà en train de se fermer, de s'éteindre, de s'estomper et que vous atteignez déjà la fin de votre vie. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins peuvent dire, on vous donne peut-être 3 semaines ou 1 mois. On connaît biologiquement quand quelqu'un approche la fin de sa vie. Sentant sa mort prochaine, elle a choisi d'aller mourir en Écosse. Le choix de son lieu de décès n'est pas fortuit. L'Écosse occupe une place principale dans la tradition britannique. L'Écosse est le cœur même de la tradition britannique. Je ne veux pas parler de la franc-maçonnerie parce que on sait ce que c'est. Et on sait que la reine était la patronne de la franc-maçonnerie. Et on sait que les véritables rites francs-maçons sont les rites écossais anciens. Donc, vous pensez que le temps qu'elle a mis à Balmoral en Écosse avant de mourir était un temps plat comme ça? Non. Il y a eu beaucoup de rites secrets qui ont été effectués avant sa mort et pendant sa mort. Il y a des rites secrets et rituels qui ont été effectués pendant sa mort et avant sa mort pour l'accompagner dans l'au-delà. Mes enfants sont un tiers écossais, leur père est moitié anglais, moitié écossais. Donc je sais qu'il y a la tradition en Écosse parce que je sais. J'ai vu des rites être faits sur mes enfants lorsque je les accouchais et que je les amenais en Écosse. Voilà donc une femme qui nous dit qu'on doit dépoussiérer notre tradition, on doit la jeter, que chacun doit en faire ce qu'il veut, que la tradition est individuelle, alors qu'elle-même qui vit en Europe, les Européens préservent jalousement leur tradition. Elle vit en France, non? Les Bretons ont leurs us et coutumes qui conservent avec jalousie, avec fierté. Et c'est pas seulement, je connais pas toutes les régions de France là-bas, mais chaque région a sa culture qu'elle préserve avec fierté et qu'elle vante, qu'elle essaye de rendre, comment je vais dire, de valoriser. Ici au Royaume-Uni, parce que je connais le Royaume-Uni puisque j'y vis depuis 16 ans. Ici au Royaume-Uni, vous avez Liverpool, les Scouts. Ils ont leur langue, hein. Ils ne parlent pas l'anglais qu'on parle ici, là. Ils ne parlent pas ça.
Ils ont leur langue qu'on appelle le Scouse. Et ils sont très jaloux de cette langue. Au pays de Galles, on n'étudie pas en anglais, on étudie en gallois. Au pays de Galles, on étudie en gallois. Ils ont leur langue à eux, ils ont leur tradition. Et ils la préservent jalousement. En Écosse, alors, c'est un autre niveau de traditionnel. L'Écosse est encore plongée dans la tradition la plus pure. L'Écosse est encore plongée dans la tradition la plus pure. En Écosse, quand on accouche un enfant, il y a un rituel qu'on fait. Quand quelqu'un meurt, il y a un rituel qu'on fait. Quand quelqu'un est malade, il y a des rituels qu'on fait. Et ça, c'est des Européens. Et une pembèche comme ça s'assoit et nous dit qu'on doit dépoussiérer la culture bamileke. On doit faire ci, on doit faire ça. Comme vous n'avez plus de culture au sud et que maintenant c'est dans les églises. Parce que moi, je me rappelle dans le village de ma maman. Le prêtre venait. D'ailleurs, vous avez vu lorsque la reine est morte. Je vais revenir sur le cas du village de ma maman tout à l'heure. Vous avez vu lorsque la reine est morte. Lorsqu'on a installé le roi Charles III. Il y a ce qu'on appelle les héros qui ont fait le tour de la ville de Londres à pied pour annoncer à la population qu'on a un nouveau roi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas Internet? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de chaîne de télévision? Il y a bien tout ça. Mais ils ont respecté la tradition parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait depuis des centaines de siècles. Ça a toujours été fait ainsi. Les mêmes marcheurs qui marchent pour annoncer une nouvelle au peuple, chez les Douala, on appelle ça le dikalo. Chez les Douala, quand il y a deuil, quelqu'un marche dans la rue. Attendez, je vous montre comment on tape le dikalo. À Douala pour annoncer un deuil. Voici comment on annonce. Dikalo, le mariage, le deuil, tout ce qu'il y a comme nouvelle. Il y a des gens qui sont chargés de faire le dikalo. Ils vont marcher dans tout le quartier et ils vont taper le dikalo. Dikalo, dikalo, dikalo. Tu es dans ta chambre, dans ta maison, tu entends quelqu'un passer en tapant. Tu sais qu'il y a une nouvelle. C'est le dikalo. C'est ce que les Anglais ont fait ici. Et ils ne vont pas s'arrêter à Londres. Hein. Les gens que vous avez vus marcher dans les rues à Londres là pour annoncer qu'il y a un nouveau roi. Ils vont marcher dans toutes les villes principales du royaume. Ils vont marcher à Cardiff. Ils vont marcher à Edinburgh. Ils vont marcher à Liverpool, Manchester, partout. Ils vont marcher dans toutes les villes pour annoncer le nouveau roi à pied. Parce que c'est la tradition. Tout le monde sait qu'il y a un nouveau roi. On a vu à la télé, on a vu dans Internet, on a vu partout. Mais comme la tradition veut que les héros marchent dans la ville pour annoncer l'installation d'un nouveau roi, ils vont le faire. Et ils le font à pied. Dikalo, 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 dikalo. Quand vous entendez ça à Douala, vous savez qu'il y a le dikalo. Dikalo, dikalo, dikalo. Et les gens viennent nous dire aujourd'hui qu'on doit dépoussiérer nos traditions. Les gens viennent nous dire aujourd'hui qu'on doit jeter nos traditions, que la tradition est individuelle. Vous comprenez donc pourquoi ces gens n'ont aucune valeur. Ils ont perdu toute leur tradition. Ils ont perdu l'essence même de qui ils sont. Voilà, Mafolo dit qu'à Nottingham, ce sera lundi. Ils vont taper le dikalo lundi à Nottingham. Tous les peuples du sud de Cameroun ont perdu leur tradition. Ils ont perdu leur valeur intrinsèque. À l'époque, chez les Boulous, le dikalo aussi. Le dikalo aussi. Et je mets au défi cette femme qui insulte les traditions des gens de me dire comment on appelle l'annonceur de nouvelles dans son patois. Elle ne connaît pas. Mais elle est seulement forte pour aller entrer dans les traditions des gens. Chez les Boulous, on appelait l'annonceur de nouvelles le Nkatofoy. Aujourd'hui, il se résume à être le catéchiste parce que les gens vont généralement prendre maintenant les nouvelles à l'église. N'est-ce pas triste? N'est-ce pas triste que quelque chose qui était une tradition, et chez les peuples de la forêt, on avait le tam-tam. Quand il y avait une nouvelle, on tapait le tam-tam, on tapait. Quand vous entendiez le tam-tam, vous saviez qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et puis, il y avait l'annonceur de la nouvelle, qu'on appelait le Nkatofoy. Aujourd'hui, le Nkatofoy est le catéchiste. Parce que les nouvelles, c'est à l'église que les gens vont les prendre. C'est à l'église aujourd'hui qu'on annonce les nouvelles.
N'est-ce pas triste? N'est-ce pas triste qu'un peuple soit aliéné à ce point? Et qu'aujourd'hui, au lieu de valoriser, de chercher à réveiller leur culture qu'ils ont perdue, qu'ils viennent emmerder les autres. Dis comment les Bamileke sont sales. Dis comment ils crachent en l'air. Dis comment ils marchent avec les ventres nus. Dis comment ils vont dépoussiérer le ndop. Si je te dis à toi d'encaisser, tu as vu la jupe que les hommes écossais portent là, non? Ce n'est même pas la... Ça ne s'appelle pas jupe. Si tu appelles ça jupe ici, on va te taper. Ce n'est pas la jupe. Ils appellent ça quilt. C'est une tenue d'apparat traditionnelle qu'il porte pour toutes les grandes cérémonies. Quand un homme écossais se marie, il se marie avec cette jupe-là. Quand il va à un deuil, il la porte. Quand il y a une grande occasion, vous allez voir à Edinburgh, lorsqu'il y aura les rituels du deuil de la reine, vous allez voir comment les Écossais seront dans leur apparat traditionnel. Ce culte-là, cette jupe-là, ne se lave pas. Elle ne se lave pas. Va aussi demander aux Écossais de dépoussiérer leur jupe. Va demander aux Écossais de dépoussiérer leur jupe. La jupe des Écossais, ce que les Écossais portent là, mon mari est moitié écossais, je sais de quoi je parle. Elle ne se lave pas. Il la porte sans caleçon, il la porte sans sous-vêtements. Les Écossais, les hommes écossais portent leur culte là, sans sous-vêtements. Et c'est avec la même jupe qu'ils partaient en guerre. Et nous tous, les Écossais, c'est les guerriers de ce royaume. L'armée britannique est composée à 90% des Écossais, c'est des guerriers. Vous avez vu le film Braveheart, non? Avec Mel Gibson. Merde, vous parlez de quoi? Les Écossais, c'est les guerriers. C'est des gens qui ont la tradition de la guerre. Je dis que quand tu vas en Écosse, 90% de la population, ils sont dans l'armée. C'est tous des guerriers. Est-ce que le Royaume-Uni, l'Angleterre peut s'amuser avec l'Écosse? Vous parlez même ce que vous ne connaissez pas. Hein? Quand les Écossais, à l'époque, allaient en guerre, c'est avec la jupe qu'ils partaient lutter. Hein? C'est avec la jupe. Le culte là que tu entends, que tu dis qu'on doit dépoussiérer, ils ne lavent pas ça. Ils portent ça sans caleçon. Et donc, quand ils veulent s'amuser, et si vous regardez souvent les matchs de l'Écosse, que ce soit match de football, match de rugby, ou n'importe quel match, lorsqu'ils veulent s'amuser, ils s'amusent à soulever leur culte là et à montrer leur derrière. Ou lorsqu'ils veulent maudire, ils font ça. Bon, ça fait rigoler les gens, mais bon. Voilà donc des peuples européens modernes qui ont toujours leur tradition. Et qui la préservent jalousement. Qui font la promotion de leur culture, de leur tradition. Moi, en tant que femme africaine, j'arrive, j'épouse un homme moitié écossais, moitié anglais. Quand mes enfants arrivent en Écosse, leur arrière-grand-mère vivait encore. Et naturellement, elle était écossaise. Elle a fait les rites qu'il fallait à mes enfants. Elle a fait les rites qu'il fallait à mes enfants. On va te dire, ils ont leur cuisine à eux. Ils ont leur cuisine. Les Écossais ont leur cuisine. Tout comme chaque région en France a sa spécialité culinaire. Et quand toi, tu veux t'attaquer au Bamileke, tu insultes leur sauce taro. Quelle est la spécialité culinaire de chez toi? Tu nous as déjà montré une spécialité culinaire de chez toi ici. Au lieu d'insulter les traditions des autres, fais la promotion de ta propre culture si tu en as encore. Au moins ça, chez les Boulous, je peux dire qu'il y a encore la tradition culinaire chez les Boulous. Au moins ça, le blanc n'a pas amené. Moi, aujourd'hui, je sais que mon homme, je lui fais le ntouba pilé, je coupe avec le fil à tresser noir. Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire le ntouba. Je pile le ntouba à mon homme, bien même. Je coupe avec le fil noir. J'attache les minsunga. J'attache les minsunga. Je prépare l'ovianga. Je fais l'ovianga propre. Je fais le ndomba. Tu connais ce qu'on appelle l'ovianga? Au lieu de parler le batanga, ou c'est le batanga, ou c'est le ngumba, tu t'attaches à faire semblant d'être Ewondo Betty Boulou. Tu n'es pas. Parle ton patois, fais la promotion de ta culture. Moi, j'ai été élevée par une femme Boulou. Je pile le ntouba. Je vous montre mon mortier. Hey, est-ce que c'est que...
Voilà. Voici mon mortier, là où je pile. Tu as compris, non? Voici ça ici. Je suis une vraie femme boulou. Je pile le Ntouba ici. C'est aussi dedans là que je pile mon tarot. Tu as compris, non? Je fais la sauce jaune tarot propre. Je pile le Ntouba propre. Oui, oui. Je pile le Ntouba. Je coupe avec le fil à tresser. Je fais le Ndomba silure ici, mais mon ami. Hey! Quand je touche le Ndomba de ça. Hey! Oh, wow! Au lieu de faire la promotion de ta culture, tu vas nous raconter les pètes ici. Nous, on aurait été contents d'apprendre de nouvelles choses de chez toi. Au lieu de t'asseoir ici tous les jours pour insulter les Bamileke, de leur dire comment ils sont sales, comment on doit dépoussiérer leur tissu, comment ils crachent en l'air, comment... Si on te donne l'importance spirituelle de ces crachats que tu insultes là, si on te donne l'importance spirituelle des crachats, et je te rappelle que même ici, en Écosse, on crache. On crache. Si on te donne l'importance spirituelle, vous, les profanes, quand on ne connaît pas, on la boucle. Au lieu de s'asseoir dans un Facebook et raconter les pètes tous les jours. Je veux parler d'une tradition que tu ne connais pas. Je suis une princesse à l'ouest, hein? Donc j'ai ces valeurs-là aussi. J'ai ces valeurs. J'ai chez les boules, j'ai ce qu'on appelle ici Akbasa. Tu connais ce qu'on appelle Akbasa? J'ai ce qu'on appelle l'Akbasa. Tu as compris, non? Installé en Angleterre depuis 16 ans, j'ai l'Akbasa chez moi. Tu penses que le charisme que j'ai là, j'ai ça pour rien? Rempli. À l'ouest, rempli. Au sud, rempli. Avec le peu qu'ils ont encore, rempli. Comme ça là. Comme ça, rempli. Mais bilak pas ça. Ma journée me bilak pas ça. Tu veux que je te montre mon pas ça? Quelqu'un qui n'a pas de culture, qui ne connaît rien de son village, de sa langue, de sa cuisine, de rien de chez rien, passe le temps à nous empester la toile avec la tradition des Bamileke. Mais fichez le camp aux Bamileke une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas de la faute des Bamileke si le Sud a perdu toutes ses valeurs. Je suis désolée. Vous n'allez pas en vouloir aux Bamileke de faire la promotion de leur langue, de leur culture. D'ailleurs, je suis en train d'initier les miens. Les miens, mes enfants là, je les initie déjà à la tradition Bamileke. Je les initie. Parce que je suis une vieille chouette. Je suis une vieille chouette. Quand Biava partit, ils vont rentrer à Bathieu. Ils sont des princes et des princesses. Ils vont rentrer à Bathieu. Ils vont aller porter le crâne de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Tu as compris, non? Ils vont porter ça. Ah, la tradition individuelle. C'est chacun qui fait ce qu'il veut de sa tradition. Si elle décide de porter mon ndop comme ça. Donc c'est toi qui vas venir dire au Bamileke comment porter le ndop maintenant. Tu sors d'où? C'est toi, assise dans ton salon, cuisine, salle de couture, qui va venir dire au Bamileke comment porter le ndop. Oneza, Wenje, Weki. Le mbok qu'on dit là. Moi, j'ai fait le mbok. J'étais mariée chez les Bassa. J'ai fait le mbok. J'ai fait le mbok. J'ai fait le mbok. Pas que je suis on m'a mais non, j'ai vécu ce qu'on appelle la culture Bassa profonde. La culture Bassa profonde, je l'ai vécue. Pour la petite histoire, quand je vais enterrer mon papa à Bathieu, quand je vais enterrer mon père, bon, c'est vrai qu'il n'était plus là. Il était un prince, donc son corps était déjà parti. Nous, on le savait. C'est la tradition. La tradition veut que le corps d'un prince ne dort pas à la morgue. Il était déjà parti, on l'avait déjà enterré, ça je le sais. Mais il fallait quand même avoir des obsèques. Donc, il y avait un cercueil qui faisait office de corps de mon père. Mais moi, je savais, tout le monde savait qu'il n'y avait rien dedans. Donc, lorsqu'on va donc enterrer mon père à Bathieu, je suis accompagnée par 3 Mbombok. 3 de ma belle famille.
de ma belle famille, les parents de mon défunt enfant que j'avais perdu au Cameroun, mon fils Babimbi que j'avais perdu. Je dis 3 Mbombok se sont déplacés de la Sanaga maritime pour m'accompagner à mon deuil. Et avant de partir, les 3 Mbombok m'ont assis par terre et ils m'ont fait les rituels bassa. Ils nous les mettent en bassa. Mais t'avais ngon basa le papa yem tole mama yem ay basa mais ngon basa inyule mais bingwal ngani man basa. Tu as compris non? Mais bingwal ngani man basa. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Mon placenta est enterré à Babimbi. Mon placenta de mon enfant que j'ai porté dans mon ventre est enterré à Babimbi. Donc, quand on parle de tradition, chères dames, veuillez nous épargner votre inculture, veuillez nous épargner votre ignorance criarde, que ce soit de la politique ou alors de l'histoire et même des faits de société. Je suis désolée, mais vous êtes une ignorante. Et quand on ne sait pas quelque chose, on la boucle. Je me suis trompée sur plusieurs sujets ici parce que je n'avais pas suivi. Je me rappelle, j'ai fait un live sur... Je pensais que c'était Binku alors que c'était la coach blonde. Moi, je ne connaissais même pas la coach blonde. Je suis tombée dans le truc comme ça. Mais j'ai accepté que je me suis trompée. Et dorénavant, puisque moi, je ne fréquente pas les milieux des blogueuses, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, je ne me mêle pas de ça. Je ne me mêle pas de ce que je ne connais pas. Donc, de grâce, chers dents cassées de Lyon, déposez les bamileke par terre et parle-nous de ta culture soi-disant Ngumba. Tu nous as dit ici que tu étais Ngumba. On t'a jamais entendu parler Ngumba. Tu es toujours en train d'utiliser les phrases boulou ou beti. Tu ne nous as jamais présenté un main Ngumba. Tu ne nous as jamais présenté un vêtement Ngumba. Tu ne nous as jamais rien présenté de ta culture Ngumba. Mais tu es toujours assise avec le ndop sur ton corps, en train d'insulter les bamileke, en train de dire que tu vas dépoussiérer, en train de dire que c'est toi qui as fait au bamileke à faire ci. Il n'y a pas de tissu chez les Ngumba que tu peux coudre. Cours aussi les caleçons brodés dans votre tissu, non? Laisse le ndop là tranquille. Le ndop c'est un tissu noble. Le ndop c'est un tissu noble. Laisse-le tranquille. Cours les caleçons que tu vas vendre à Mkamou toujours avec le tissu de ton village. Et fais-nous la promotion d'Ngumba. C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsqu'on parle de culture, et je tombe maintenant sur cette capture d'écran qui nous est apparue aujourd'hui, je dis voilà un abus de plus. Parce que le gouvernement devrait au contraire promouvoir toutes les cultures camerounaises. Un centre culturel n'est pas un lieu de commerce, ce n'est pas un lieu de politique, ce n'est un lieu de rien, c'est un centre de promotion de la langue et des valeurs culturelles. Alors, il n'y a aucune raison qui puisse justifier la fermeture d'un centre culturel. À moins que ce ne soit une mort d'homme. À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit mort dedans et qu'on a fermé pour des besoins d'enquête. En dehors de ça, rien ne justifie la fermeture d'un centre culturel. Et lorsque ces gens ferment un centre culturel d'une autre communauté au sud, ils savent très bien le message que ça va renvoyer. Ils savent très bien le message que ça va renvoyer. Ce n'est pas de la faute des autres peuples si les Boulous n'ont pas de centre culturel. Que celui qui a la seule photo d'un centre culturel Boulou, que ce soit à Douala, à Yaoundé ou n'importe où, me la porte ici. Les Boulous n'ont pas de centre culturel. Ils n'ont pas de centre culturel parce qu'ils n'ont plus de culture. Et c'est la triste vérité. Ils n'ont pas de centre culturel parce qu'ils n'ont plus de culture à promouvoir. La langue Boulou se perd même. Elle est aujourd'hui mélangée au français. Elle se perd. Où est-ce que vous faites la promotion de la langue, des valeurs de la culture Boulou? Vous ne les faites nulle part. Mais vous voulez empêcher aux autres de faire la promotion, la vulgarisation de leur langue et de leur culture. Nous disons non. Parce que même ici en Europe, chaque pays, dans chaque pays, chaque région a sa culture qu'elle valorise, qu'elle protège et qu'elle chérit. Je vous ai parlé de l'Écosse. Je vous ai parlé de l'Écosse. Lorsque vous entendez aujourd'hui
qu'on parle de la franc-maçonnerie. Le siège de la franc-maçonnerie, c'est ici. C'est ici, c'est au Royaume-Uni, c'est ici. Et c'était la reine qui était la patronne mondiale. Aujourd'hui, ce sera Charles III. Vous pensez que les 9 jours qu'on fait pour enterrer la reine, là, c'est choisi au hasard? Ce n'est pas choisi au hasard. Ça fait partie des rites anciens, traditionnels. Vous pensez que tout le temps que le prince Charles là, il est comme ça? Non, on est en train de l'initier. Vous pensez que le corps de la reine, là où il est posé en Écosse, là, il est posé seulement comme ça? Non. On est en train de faire des rites là-dessus. Ils sont en train de faire des rites sur le corps de la reine. Donc les Européens préservent leur culture, préservent leur tradition. Et vous, vous voulez nous débarrasser de notre culture et de notre tradition. La valorisation de nos cultures commence par nous-mêmes. C'est nous qui devons valoriser nos cultures. On ne peut pas demander aux gens que, oh, est-ce que les Anglais avaient pleuré quand le chef tel était mort? Mais si vous-même, vous ne pleurez pas vos chefs, si vous ne les valorisez pas, au sud, on tape les chefs. L'Onkoukouma, on le bastonne au sud. Ton village, là où tu parles, là, il y a le chef là-bas. Au sud du Cameroun, on met le chef par terre, on le fouette. Le chef traditionnel n'a plus de valeur au sud. Vous avez vu à Tanganji installer les chefs. Une aberration totale. Comment un ministre peut installer un chef traditionnel? Un chef traditionnel doit être choisi par la tradition et par sa population. Aujourd'hui, chez vous, c'est l'administration qui choisit les chefs. Les chefs sont bastonnés. Ils sont des soulards. Ils sont ceci. Et vous allez venir aujourd'hui accuser les gens? Si on vous appelle les odontolas, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard qu'on appelle tous ces groupes-là les odontolas. La tradition maintenant, c'est quoi? C'est de boire l'odontol. Voilà tout ce qui est transmis aux générations suivantes. C'est l'odontol. Je suis désolée, mais c'est une vérité de la palisse. Et le dire n'est pas insulté parce que moi-même, ma famille est issue de là. Ma famille est issue de là. Le dire, ce n'est pas une insulte, c'est une vérité de la palisse. Alors, chères dames, parlez de ce que vous connaissez. En l'occurrence, la couture des caleçons. La broderie des caleçons. Et je vous prie de laisser le Ndop tranquille. Vous êtes une tribaliste avérée, haineuse, qui aime les Bamileke mais aime leur argent. L'argent des Bamileke est sucré dans votre bouche, mais vous détestez les Bamileke. La preuve, vous traitez tous les militants du MS de mangeurs de tarot. Vous leur demandez d'aller se noyer dans leur tarot. Haineuse tribaliste. Haineuse tribaliste. Une tribaliste notoire, une femme qui fait la promotion de la haine tribale. Une femme qui fait la promotion de la haine tribale dans les réseaux sociaux. Ayant dit ceci, et d'ailleurs je pense que personne n'en doute plus, hein, tout le monde le sait. Salut que fait Véronique, ça maintenant je vous salue. Merci pour tous ceux qui ont donné les étoiles, hein, merci, merci, merci. Comme je le disais tout à l'heure, donc après avoir parlé de la commémoration de la mort du Mpondo Ruben Umnyobe et le PayPal qui est affiché pour aider le combattant Isama et le combattant Harold Kesh, nous avons parlé de la culture. Maintenant, nous allons parler du Tchad. Et ce sera, je pense, le dernier point de ce live. Nous allons parler du Tchad et de ce qui se passe avec Success Masra. Avant cette transition, je vais vous prier de partager le live, envoyer les étoiles, envoyer les cœurs, parce qu'on va maintenant entrer dans une partie purement combat. On va vraiment parler du combat maintenant. Donc, envoyez les cœurs. Et en attendant, je vais souffler avec un verre d'eau et je vous fais un peu de musique en attendant. Alors, un instant. Tous les droits sur cette musique reviennent au général Valsero, hein. Voilà. Je le rappelle d'ailleurs ici, le général Valsero sera en concert le 1er octobre à Genève. Et nous devons tous y aller. Nous devons tous être là-bas. Ce sera une fête de la résistance. Donc, le général Valsero le 1er octobre à la salle Alhambra à Genève. Tous, nous devons y être.
Donc, je mets juste un petit son du général Valsero. Oh là là, je ne l'ai pas ici. Hein. Je l'ai où alors? Voilà. M&M Direct. From sportswear and fashion. On repart avec notre live. Les cœurs. Oh, Zamba Beli Loali. Donc, on repart. Et tout à l'heure, je disais que le dernier sujet qu'on va aborder dans ce live, c'est le Tchad. Merci, Mieux la mort Chouassi. Merci beaucoup pour vos étoiles. Merci. Merci beaucoup. Alors, le Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il se passe que un opposant au régime en place, qui s'appelle Succès Masra, a été torturé avec quelques-uns de ses militants qui ont été d'ailleurs arrêtés, car je pense que c'était plus de 90 qui ont été arrêtés par le pouvoir en place, le pouvoir du fils de M. Déby, qui s'appelle Kaka Déby. Donc, le QG, il a organisé un meeting parce qu'il était convoqué par le juge. Et donc, avant d'aller au tribunal, il a convoqué un meeting avec ses partisans et une foule énorme s'est présentée. Et le pouvoir en place a donc décidé de les réprimer violemment en assiégeant le QG, en le bombardant de gaz lacrymogène, au point où Succès Mara était obligé de faire des appels SOS, soupçonnant, pensant qu'il allait mourir, il n'arrivait plus à respirer. Alors, Shérif Saïma, pour envoyer les étoiles, je pense qu'il y a une petite icône avec en bas à côté des commentaires étoile jaune. Vous appuyez sur cette étoile et vous pouvez envoyer des étoiles, je crois. Hein. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je reviens sur le résumé. Merci Boris Wandje, merci. Salutations combattantes à toi, grand combattant. Donc, Succès Mara est donc dans son QG. Le QG est assiégé, bombardé de gaz lacrymogène. Et il fait un appel au SOS. En allant à sa convocation, merci beaucoup, Oli Curtis. Je vous remercie pour les étoiles, merci. En allant au tribunal, il était accompagné par une foule de partisans, une foule énorme, une foule. Alors, ces images nous ont vraiment réchauffé le cœur, nous ont montré qu'il était possible pour un peuple de se lever et de faire bloc derrière son leader. Alain Nounjep, merci beaucoup pour les étoiles, je vous dis merci. Ça nous a montré que c'était possible. Ça nous a montré que lorsque le peuple se lève, le pouvoir en place ne peut pas grand-chose parce qu'il ne peut pas tuer tous ces gens, il ne peut pas... Voilà. Donc, il y en a qui ont profité parmi nos combattants pour faire des posts et dire que oui, le combat échoue au Cameroun, pour dire que les militants du président Kamto sont mous, ils sont seulement forts dans Facebook, on ne les voit pas sur le terrain. J'ai vu un post du combattant Serge Branco-Nana qui se posait la question si nous n'avions pas échoué quelque part. Et je pense que son questionnement est tout à fait légitime. Je sais pas, Chérif. Une autre fois peut-être. Merci beaucoup d'avoir essayé tout de même. Merci. Donc le combattant Serge Branco et tous les autres combattants ont raison de se poser la question au vu de la scène que nous avons vécue à N'Djamena. Et ce n'est que on dira qu'il n'y a que les imbéciles qui ne se remettent pas en question, hein, qui pensent qu'ils ont raison, surtout qu'ils ont tout juste et qui ne se posent jamais de questions. Donc c'est normal de se remettre en question. Se remettre en question permet de réajuster le tir, permet de corriger certaines erreurs. Donc pour moi, ce n'était que très normal que les combattants, les vrais, se demandent si quelque part nous n'avions pas une étape, quelque chose qu'on devait faire de différent dans notre combat. Par contre, ce qui me fait me lever et le pourquoi je m'insurge, c'est les gens qui ont récupéré donc ce mouvement qu'on a vu en N'Djamena pour dire que le combat camerounais a échoué,
pour dire que les militants de Kamto sont les mangeurs de tarot dans Facebook, pour dire que les militants de Kamto sont mous, pour dire qu'il n'y a personne derrière Kamto, qu'on a arrêté Kamto, personne n'est sorti, qu'on l'a mis en prison, personne n'est sorti, on l'a mis en résidence surveillée, personne n'est sorti. À ces gens-là, je dirais beaucoup de choses aujourd'hui. La première des choses, ils sont combattants au même titre que, ou alors étaient combattants au même titre que tous les autres combattants, y compris ceux du 237. Où étaient-ils quand on a arrêté le président Kamto? Qu'ont-ils fait quand on a arrêté le président Kamto? Parce que si je me souviens bien, quand le président Kamto était en résidence surveillée à Santa Barbara, il n'y a que les Bobby Tanap qui sont sortis et qui ont parcouru toute l'Europe en manifestant partout pour qu'on libère le président Kamto. Le même mouvement Bobby Tanap a été repris au 237 par des braves femmes que vous avez vues qui avaient mené l'action Bobby Tanap afin de réclamer la libération du président Kamto. Où étaient ces soi-disant combattants pendant cette période? Où étaient-ils quand le président Kamto était en résidence surveillée? Le gouvernement a empêché son médecin de venir lui donner des soins. Le gouvernement empêchait au président Kamto d'avoir accès aux soins basiques. Ce sont les Bobby Tanap qui étaient dans les rues en Europe. Ce sont les Amazones Bobby Tanap. Nous avons manifesté devant le Parlement européen à Bruxelles. Les seins nus. Nous avons manifesté à Berne. Les seins nus. Nous avons manifesté à Paris. Les Amazones Bobby Tanap ont parcouru l'Europe. Mouvement émulé au Cameroun. On a vu les femmes, des très braves femmes, qui se sont levées et qui sont allées au domicile du président à Santa Barbara. Les seins nus pour demander la libération de leur président. Ces soi-disant combattants étaient où? Pour qui s'asseyent aujourd'hui pour donner des leçons aux gens? Je vais vous dire pourquoi je suis un peu remontée. Et pas qu'un peu, je suis même d'ailleurs très remontée. Voilà des gens qui sont très prompts à dire à tout le monde que le combat est fini en diaspora. Que nous devons tous nous asseoir. Que wow, les autres pays, comme prend le Tchad, est-ce que les combattants tchadiens ont manifesté en diaspora? Est-ce que les Maliens ont manifesté en diaspora pour que leur peuple s'élève? Est-ce que les Manatiens ont fait ça en diaspora? Ce sont les mêmes gens qui sont dans les manifestations des Maliens à Paris, qui sont dans les manifestations des Burkinabés à Paris. À titre de rappel, je vais vous montrer ce que les Tchadiens avaient fait en 2020. Je vais vous montrer ce que les Tchadiens avaient fait. J'espère que je l'ai là. Hein? J'espère. Oh là, je ne l'ai pas là. Je vais vous montrer ce que les Tchadiens avaient fait en 2020. Voilà. Regardez bien ce que les combattants tchadiens. Je pense que je vais mettre sur un téléphone qui est connecté au Bluetooth. Comme ça, nous tous, on peut voir et entendre. Ou alors, même, c'est pas grave parce que c'est pas tellement, voilà, c'est pas tellement important. Voilà. Regardons ce que les Tchadiens avaient fait en 2019. Un peu après que nous ayons pris des ambassades. Lorsque nous avons pris les ambassades ici, en janvier 2019, en mars 2019, les combattants tchadiens avaient aussi envahi leurs ambassades. Regardons. On a tout cassé! On a tout cassé! Ça, c'est les combattants tchadiens dans leur ambassade. Ça, c'est les combattants tchadiens. Voici les combattants tchadiens qui ont cassé tout dans leur ambassade. Mais non, vous travaillez ou pas, vous ne pouvez pas rentrer.
Aujourd'hui, c'est nous. On s'en fout. Voilà les activistes tchadiens. Ici, c'est Tchad. Dégage, toi. Dégage, espèce de merde. Dégage. 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 C'est l'ambassade. Partagez. C'est l'ambassade. C'est l'ambassade. Ma gueule. C'est l'ambassade. Vous voyez, ils ont tiré sur nous. Vous voyez, c'est l'ambassade. Ils ont tiré sur nous. On va tout casser. On va tout casser. Idriss Déby. On arrive, Idriss Déby. On arrive. Jaïm, Jaïm. C'est l'ambassade. C'est l'ambassade. Vous voyez. Ah, Astabir, on s'en fout. Astabir, on s'en fout. ده الحد لسانس. Vous voyez. علينا نجم من البحر ما يبدونا. ما يبدونا ليه؟ أيامنا الفرنسي. ولاد الحرام. ده حد لسانس. عرضوا. Ils ont fui. عرضوا. خلوا الأمباساد. عرضوا. ما رجال. ما رجال. والله بخوف الشعب التشادي. ساكت. عرضوا. شوف. كل شيء كسرناه. عرضوا. جروا. يا ريال ما تشوف صورة دبيني. ما تشوف شيء. Tu vois rien. ما في فوتو على دبيني. علينا الأمباسادور. يا اخي نمشي نتكلموا مع ما نتكلم مع أي سفير. علينا نقعد هنا بس. نرجع دبيجي. نقعد هنا. اسمع. شنو أسلحتكم وتعالوا. إلا دبيجي. دبي دقاش. Cette putain d'ambassade. Idriss Déby de recruter. C'est eux. Quoi? Le mec là, il tapait sur moi. Ils s'enfuient, ils sont au deuxième étage. Ils fermaient leur étage en haut. Est-ce que vous Ouais. Non, juste c'est moi, parce que je suis rentré. Ouais. Est-ce que vous avez des revendications? Est-ce que vous avez des blessés, etc. Donc, ça, c'était les combattants tchadiens qui avaient pris leur ambassade au même titre que la basse. Ils ont fait tomber leur ambassade. Ils ont occupé. Et leur réclamation, Déby dégage. Alors, les gens qui aujourd'hui apprécient les Tchadiens et disent comment eux, ils ont réussi, oublient qu'eux-mêmes ont mené ce genre d'action et que les Tchadiens mènent ces actions justement pour inspirer leurs compatriotes au pays. Ces Tchadiens sont dans la diaspora. Ils ont pris une ambassade en diaspora. Et cela a inspiré les compatriotes au pays. Des gens font des comparaisons bizarroïdes. Lorsque les gens se permettent de comparer la révolution tchadienne à la révolution camerounaise, ils disent que nous avons échoué. Je vais leur rappeler quelques petits faits. Idriss Déby, le père. Au temps d'Idriss Déby, est-ce que vous avez vu un opposant tchadien monter? Vous avez entendu parler de quel opposant tchadien qui a mobilisé dans les rues comme Success Masra est en train de le faire au temps du père Idriss Déby? Vous avez vu quel opposant? Tout simplement parce que Idriss Déby était formé pour la répression. Idriss Déby était un militaire. Il a été formé à l'EMIA à Yaoundé, école militaire interarmes. Et lorsqu'on sait que l'EMIA forme ses soldats sur un modèle calqué sur le modèle colonial, à l'EMIA, on apprend la torture coloniale. C'est pour ça que tous les soldats qui sortent de l'EMIA sont bons pour la torture. Donc, quand Idriss Déby était au pouvoir, il tenait le Tchad d'une main de fer. Personne n'osait lever la tête au Tchad. Personne. Personne n'osait lever la tête au Tchad. Il réprimait dans le sang et dans la violence. Il meurt. La France copte son fils pour le remplacer. Son fils n'est pas formé comme lui. Il est peut-être aussi, il adopte un style dictatorial, mais il n'est pas formé comme lui.
Alors, au temps de son fils, vous voyez des opposants monter. Vous ne pouvez pas comparer un pays dans un état transitionnaire à un pays qui est plongé dans la dictature depuis plus de 60 ans. Parce que oui, le Cameroun subit la dictature depuis l'époque coloniale. Biya a été formé à l'école coloniale. Et il continue de maintenir les méthodes coloniales au Cameroun jusqu'à présent. Ceux que vous insultez, vous traitez de mangeurs de tarot. Il y en a des centaines qui sont en prison en ce moment parce qu'ils se sont levés pour demander la fin de la guerre au Nozo. Il y en a des centaines qui croupissent dans les geôles infestes de Biya en ce moment. Vous êtes assis dans vos salons feutrés et vous leur dites qu'ils ont échoué. Un peu de respect pour les combattants du Cameroun et pour leur combat. Un peu de respect. Si vous êtes de si grands combattants, puisque vous avez décrété que le combat est fini en diaspora, descendez au 237 et allez montrer le chemin, allez nous montrer comment ça doit se faire. Au lieu de vous asseoir et empester la toile. Vous avez décrété que le combat est fini en diaspora et que ça se passe au 237. Vous insultez ceux qui combattent au 237, les mangeurs de tarot, ils doivent se noyer dans leur sauce tarot, ils sont des lâches. Descendez au 237, l'avion de Maman Elian Kolo attend toujours les passagers. Descendez, allez nous montrer comment ça doit se passer. Et donnez un peu de respect à ces combattants. Serge Branco Nana aujourd'hui a perdu sa jambe dans ce combat. Il a perdu des années de sa vie dans ce combat. Beaucoup sont encore embastillés dans les geôles infestes de M. Biya. J'en profite d'ailleurs ici pour passer un salut patriotique et combattant à tous nos prisonniers qui sont encore en train de souffrir dans les geôles infestes de M. Biya. Ceux qui sont à la prison de Neubel, je vous salue. Ceux qui sont à la prison de Kodengi, je vous salue. Ceux qui sont à Mantoum, parce qu'il y a un prisonnier qui est à Mantoum qui m'avait écrit, je vous salue. Ceux qui sont à la prison de Berthois, je vous salue. Ceux qui sont à la prison de Bafoussam, je vous salue. À la prison de Bafan, je vous salue. Tenez bon les gars. Les heures les plus sombres de la nuit sont celles les plus proches de l'aurore. Ce combat va être mené et jusqu'à sa fin. Tenez bon. Et je me lèverai toujours lorsque quelqu'un manquera de respect à votre combat. Parce que vous avez fait le sacrifice ultime. Rodrigue Ndageo a fait quoi pour mourir? Vous insultez le combat de Rodrigue Ndageo. Rodrigue Ndageo a fait quoi pour mourir? Rodrigue Ndageo a fait quoi pour mourir? Et aujourd'hui, vous vous asseyez dans les réseaux sociaux, vous insultez son combat. En les traitant de lâches, en les traitant de faibles, en les traitant de mangeurs de tarot. Vous êtes assis en Europe, vous mangez l'aide sociale, vous mangez les laitiers et vous insultez les combattants qui ne peuvent même plus avoir d'emploi simplement parce qu'ils appartiennent au MRC, simplement parce qu'ils combattent le régime de M. Biya. Un peu de respect. Un peu de respect. Lorsque vous comparez un pays en transition et encore qui puisse être un pays minuscule comme le Tchad. Un pays minuscule, ce n'est pas une insulte, c'est juste pour dire qu'il est facile d'avoir une cohésion et un consensus parmi la population. Ce qui est extrêmement difficile au Cameroun. Parce que nous avons une diversité qui normalement devrait être une richesse, mais qui a été instrumentalisée par le régime de Biya pour diviser afin de mieux régner. Je répète, le Tchad, de par sa taille et de par sa population, est plus facile à mobiliser derrière une cause que le Cameroun qui est vaste et doué d'une diversité. Parce que cette diversité est utilisée justement par le régime en place et avant lui par le colon afin de diviser pour mieux régner. C'est pour ça qu'on voit des personnes comme Dankassé qui viennent stigmatiser les Bamileke. C'est pour ça qu'on voit des personnes comme Dankassé qui viennent stigmatiser les Bamileke. Elle participe à la politique du gouvernement qui est de diviser afin de mieux régner. Elle participe à la politique du gouvernement qui est d'isoler les Bamileke et de les traiter de parias afin de mieux régner. Elle participe à la politique du gouvernement qui est d'identifier le MRC comme un parti tribal afin de l'isoler et de le mettre à mal. La rhétorique de tous les représentants MRC, RDPC sur les plateaux télé, c'est quoi? C'est que le MRC est un parti tribal. Et lorsque cette femme se permet de traiter les militants de MRC de mangeurs de tarot, qu'est-ce qu'elle fait?
elle les catégorise dans une certaine région du Cameroun. Et non seulement les catégorise, elle les stigmatise et elle insulte toute une région du Cameroun. Donc, elle participe à la politique du gouvernement qui est de diviser les Camerounais, de semer la haine, afin qu'ils se détestent et qu'ils ne puissent jamais s'unir derrière une seule cause. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque le régime Biya vient avec une rhétorique, elle veut l'ancrer dans le subconscient des Camerounais. Elle veut faire croire aux Camerounais que le MRC c'est un parti régional, c'est le parti des Bamileke. Et que des personnes comme celle-là relaient le même message en traitant les militants de MRC de mangeurs de tarot. Eh bien, elle joue le rôle du gouvernement. Elle participe à l'élaboration de la rhétorique du gouvernement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Qui est d'isoler le MRC, de le traiter de parti tribal, afin que les Camerounais ne puissent pas se reconnaître dans les idéaux du président Kamto et de l'affaiblir. Ces mêmes gens qui déclarent que le combat doit être le combat des Camerounais fini en diaspora. Ils sont les premiers à aller marcher avec les Tchadiens, avec les Maliens, avec tout ce que vous voulez. Les Sénégalais, ils sont dans les marches. Les marches des autres pays sont bonnes en diaspora, mais au Cameroun, les pieds sont fatigués. On a acheté un bus dans Jupiter, ainsi de suite, on ne doit plus marcher. Pourquoi vous voulez tuer le combat en diaspora? Les Tchadiens ont bien combattu en diaspora avant d'arriver là où ils sont. Vous avez vu les combattants tchadiens envahir leurs ambassades. Ils ont bien combattu et ils combattent en diaspora. Et c'est le combat de la diaspora qui a inspiré ceux de leur pays. Alors arrêtez avec la marmaille. Et à tous ceux qui nous suivent, je répète, tous ceux qui nous suivent, ne tombons pas dans la facilité. C'est-à-dire, la réaction normale et attendue de ces gens, en nous catégorisant, en nous stigmatisant, c'est une réaction conservationniste. Et ils savent qu'une réaction conservationniste va justement donner du poids à leurs propos et leur donner raison. Je répète, la réaction que ces gens attendent de nous, lorsqu'ils nous insultent, lorsqu'ils nous stigmatisent, ils savent que la réaction normale et attendue, c'est une réaction conservationniste. Et je n'ai rien contre le conservationnisme, hein, croyez-moi. D'ailleurs, il doit en exister dans toutes les sociétés. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de gauche, de droite et de centre. Il y a toujours les extrêmes. Les extrêmes doivent exister. S'il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de centre. Je suis peut-être centriste. Ce n'est pas par choix, mais surtout parce que je suis obligée. Je suis à la fois Bamileke, Boulou. Mais les extrêmes jouent leur rôle. Et alors, lorsque des personnes comme Roberto Ngangoum se lèvent et clament fièrement leur appartenance à la tribu Bamileke, leur fierté d'être Bamileke, leur bamilékétude, au lieu de lui jeter la pierre, applaudissons-le. Parce que c'est justement ce genre d'éveil qui va créer une réaction, un sursaut dans le camp extrémiste en face et qui va dire aux gens qu'il serait mieux qu'on se retrouve au milieu. En mathématiques, vous avez infinité plus infinité moins et vous avez le milieu. Les extrêmes doivent exister. Les extrêmes ont leur place et doivent exister. Parce que ce n'est que le traitement inhumain que certains subissent qui les amène à réagir aussi de façon extrême. Et nous tous, nous conviendrons que le peuple Bamileke a assez été stigmatisé, a assez été martyrisé, a assez été pointé du doigt. Il n'y a pas une autre tribu qui a été pointée du doigt dans les journaux où, par exemple, on disait un Bamileke a étudié jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit un Naoussa a étudié jamais ou bien, je ne sais pas moi, un Douala a étudié jamais? Mais autant de choses qui amènent les gens à se rebeller et avoir un sursaut d'orgueil. Et on ne peut pas le leur reprocher. Pourquoi est-ce que Dan Kassé ne va pas attaquer la culture d'Empo ou bien des Douala ou bien de je ne sais quoi? Tout son focus c'est sur la culture Bamileke.
Il n'y a pas d'autre tribu au Cameroun qu'elle peut attaquer. Et elle s'étonne lorsqu'il y a des réactions de sursaut en face. Mais non, que non. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de réaction, je serais extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Cela montre qu'il y a des gens qui sont fiers d'être qui ils sont. Cela montre qu'il y a des gens qui n'ont pas honte d'être qui ils sont. Cela montre qu'il y a des gens qui sont prêts à défendre leurs idéaux. Mais oui. Donc, dans Kassé, comme je le disais, lorsqu'ils provoquent et lorsqu'ils émettent ces idées afin de provoquer, c'est justement parce qu'ils savent qu'il y aura une réaction de conservationnisme. Et c'est là où nous, les centristes, nous entrons en jeu. Les extrémistes ont leur place, mais les centristes sont là pour recentrer le débat. Recentrer. Recentrons le débat. Pourquoi il est important de recentrer le débat? Afin de ne pas enfermer le président Kamto et le MRC dans la bulle nébuleuse que le gouvernement a désignée pour eux. Il est important qu'on ne laisse pas le gouvernement et le président Biya enfermer le président Kamto et le MRC dans une petite nébuleuse qu'ils pourront facilement mettre de côté en les stigmatisant, en les qualifiant de parti Bamileke. Parce qu'une fois que c'est dit et acté, les autres communautés maintenant vont se demander pourquoi est-ce que nous on va adhérer à un truc qui ne s'adresse pas à nous. Or, nous savons que le MRC, c'est un parti national. C'est un parti qui est aimé, qui est installé dans toutes les régions du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons vu les militants MRC au sud être torturés. Nous avons vu Bama Pilon qui, simplement pour avoir utilisé son pilon pour exprimer son kourou, croupi encore en prison jusqu'aujourd'hui. Cette maman est boulou. Elle est boulou. Simplement pour avoir utilisé son pilon pour exprimer son kourou. Elle a été jetée en prison et il croupit encore jusqu'aujourd'hui. Nous avons l'obligation de faire attention à ne pas circonscrire, parce qu'ils veulent circonscrire le président Kamto, le MRC, dans un petit cercle qui peut facilement isoler et phagocyter. Et c'est à cela que participe ce genre de discours, le discours de Dankassé. Parce qu'elle sait qu'il y aura des réactions. Parce qu'elle sait qu'après les réactions, il y aura des contre-réactions. Et qu'elle sait que ces réactions seront interprétées de façon manipulative. Elle le sait. Elle le fait exprès. Elle le fait afin de vous provoquer, de vous amener exactement là où elle veut. En vous traitant de mangeur de tarot. En vous demandant de vous noyer dans votre sauce tarot. En vous disant que votre ndop est sale. Il faut le dépoussiérer. En vous disant que vous êtes sale. Elle sait que ça va créer un choc. Elle sait que ça va créer des réactions. Et elle sait que ces réactions seront interprétées de façon tribale. Et c'est ce qu'elle veut, c'est le but recherché. Le but recherché ici est d'isoler le MRC, isoler le président Kamto, les mettre dans un cercle et les phagocyter une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai entendu ce que vous m'avez dit dans cette page. Vous m'avez demandé de ne plus relayer ces messages. Vous m'avez demandé de l'isoler. Vous m'avez demandé de l'ignorer. Alors aujourd'hui, je vous répète le même message à vous tous. Isolez-la. Ignorez-la. Désabonnez-vous de sa page et de ses pages. Désabonnez-vous de leur page. Isolez-les. Ils veulent vous isoler, isolez-les. Ils veulent vous mettre dans un cercle, mettez-les dans un cercle. Ils veulent vous catégoriser, catégorisez-les. Désabonnez-vous. Et nous continuons tous ensemble le combat que nous avons commencé derrière le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et de la même façon que leur mentor Anango s'est retrouvé chez les Sardina et en est mort, ils vont mourir de la même façon et rejoindre Anango.
De la même façon que leur mentor Anango, parce que c'est Anango qui amène tous ces gens dans le combat. Tous ces gens existent dans le combat à travers Anango. De la même façon que nous avons anangonisé Anango, anangonisons-les. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne commencent à chanter Ayop, Ayop, Ayop. C'est de ça qu'il est question, les gars. C'était mon message ce matin pour vous dire que le combat continue bel et bien en diaspora. Le combat est debout et se porte très bien. Nous l'avons vu à Bafoussam et nous allons répéter l'exploit de Bafoussam à Paris samedi le 17 septembre. Paris sera noir de monde. Celui qui n'est pas à Paris n'est nulle part ailleurs. Nous allons battre les pavés à Paris. Et nous allons faire passer nos messages. Merci Mala Nebel. Merci. Pour dire à nos combattants, nos compatriotes du 237, que nous sommes debout au même titre qu'eux. Et qu'en tandem, nous allons mener cette lutte jusqu'à la fin. Au 237 et en diaspora. Et qu'à chaque occasion, au 237, ils doivent sortir. Tout comme nous allons sortir à chaque occasion en diaspora. La lutte continue. Et c'est jusqu'à la gare avec notre président élu. Jusqu'à la gare, les gars. Jusqu'à la gare. La patrie ou la mort. Nous sortirons vainqueurs. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Tous à Paris le 17 septembre. C'est de ça qu'il est question. Merci.